Bienvenue à la formation Manipuler en maths et en sciences à distance. C'est une formation qui a été demandée dans les dernières formations. On a développé tout ça. Vous allez voir, pas mal content du résultat. On a développé ça avec Martine, avec Nathalie puis Stéphane. Vous allez avoir plein d'outils à la fin de la journée là, pour en maths et en sciences. Je pense que vous allez le gâter. C'est super le fun. Le plan de la rencontre, un petit accueil, on va vous parler un petit 5 minutes. Après ça, on donne le plancher à Nathalie puis Martine. Et ensuite, c'est Stéphane qui va conclure en dessert la formation d'aujourd'hui. Ce qu'on trouvait super intéressant de vous dire, super important de vous dire aussi, c'est qu'on voit, hein, c'est hallucinant, les questions qu'on a maintenant sont tout autres depuis que celles du début de l'année passée puis les années d'avant. Il y a des pas de géants qui ont été faits. C'est assez hallucinant ce qui est fait dans les écoles. J'espère que vous le voyez, vous autres aussi. Puis on veut faire surtout, là, ce qu'il faut chercher à faire maintenant, c'est de dire c'est quoi les acquis qu'on a fait au niveau de l'intégration du numérique et qu'est-ce qu'on veut garder quand la fameuse pandémie va être finie puis on va retourner en présence. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir garder puis continuer à enseigner avec ces nouveaux outils numériques-là. Fait que on va consolider tout ça. Bien, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Martine Filiatro. Et puis, à la demande de Patrick et Mélissa, nous sommes là pour vous parler du matériel de manipulation en mathématiques à distance. Alors, je suis conseillère pédagogique de maths du primaire et ma collègue va vous parler tout à l'heure, Nathalie Sarrazin. Alors, comme il a dit, un buffet, mais on ne veut pas que vous fassiez d'indigestion. Donc, vous prendrez ce qui vous convient à travers ça. Évidemment, on va parler du matériel aussi en présence parce qu'on va faire des liens avec en présence et à distance. Si vous avez des questions, on va avoir une petite période à la fin, mais si c'est pour clarifier quelque chose en cours de route, n'hésitez pas, là, nos collègues vont nous interrompre là, au besoin. Donc, le matériel de manipulation, nos intentions aujourd'hui, c'est de vous présenter des ressources pour deux buts, si on veut. Donc, rendre les élèves actifs intellectuellement dans leurs apprentissages à l'aide du matériel, donc qu'il soit concret ou semi-concret, et des ressources aussi vous permettant à vous de modéliser des concepts et processus à l'aide du matériel. Donc, le matériel, on sait que ça favorise le développement de stratégies, développer du sens, comme notre petit cube qui vaut une unité, notre barre qui vaut une dizaine, notre plaque qui vaut une centaine, puis les relations entre ces différents objets. Puis, pour nous, c'est évident, mais pour des tout petits, c'est un bâton, puis c'est une assiette, puis c'est un petit dé pour jouer. Donc, il faut vraiment expliciter là, nos intentions par rapport au matériel. Ça va aider aussi les élèves à se faire des images mentales. Donc, ça va les aider. À un moment donné, ils en auront peut-être moins besoin parce qu'ils vont avoir une représentation du matériel et ça va développer leur raisonnement mathématique, donc qui est un petit peu la base là, en mathématiques, donc fait partie de la compétence 2. Puis, évidemment, pour résoudre, bien, ça nous prend aussi du raisonnement, la compétence 1. On va écouter une petite courte vidéo de 40 quelques secondes. C'est un spécialiste français qui explique un petit peu la place du numérique dans la manipulation. Donc, pour placer un petit peu, là, puis ensuite, on va vous le situer plus clairement à l'aide d'un genre de schéma. Alors là, c'est là qu'on va voir si ça fonctionne. J'espère bien. Je dirais que la manipulation sur des logiciels, sur des objets virtuels, va pouvoir venir en complément. Mais elle ne peut venir qu'en complément, parce que c'est déjà un passage à une représentation. Et si on ne propose que ça à des enfants, on risque de leur proposer un obstacle supplémentaire pour entrer dans les mathématiques. Par contre, lorsque l'on a une situation avec des objets réels, si on a sa déclinaison sous forme logicielle, ça peut être un plus, ça peut permettre un complément de manipulation justement et un complément de travail pour les enfants, et en particulier pour des enfants en difficulté qui ont besoin de plus de temps. Je vous inviterai à aller voir cette vidéo-là au complet. Vous avez le lien à la fin de la présentation
C'est une vidéo qui dure environ 4 minutes, moins de 4 minutes, qui parle de la manipulation et de la place de manipulation dans l'apprentissage des maths. C'est vraiment intéressant. Comme le monsieur le disait dans la vidéo, comme vous l'avez vu, le matériel virtuel, c'est pas un matériel concret, c'est pas un matériel qu'on déplace, qu'on manipule, tout ça. Donc, ça ne peut pas venir prendre la place du petit cube, de prendre la place des cadres à 10 avec les jetons. Ça ne prend pas cette place-là. Sauf que ça a son rôle. Et là, c'est de voir comment on intègre ça. Donc, premièrement, quand un élève développe un concept, il y a comme 3 phases à travers lesquelles il doit passer. Première phase, c'est la phase concrète, où il va être dans le matériel. Donc, les doigts, les jetons matériel base 10, l'argent. Donc, il y a quelque chose vraiment à manipuler. C'est un besoin qu'ont les élèves. Et sur cette manipulation-là, ils vont appuyer leur raisonnement. C'est là-dessus, tranquillement, qu'ils vont pouvoir construire les concepts, les processus, les stratégies également. Quand l'élève a bien manipulé, en passant dans le parti concret, l'élève a besoin de toucher, donc le matériel virtuel ne se retrouve pas là. Sauf que si on est à distance, l'élève qui est à la maison, par exemple, pourrait avoir du matériel et moi, comme enseignant, je peux utiliser le matériel virtuel pour modéliser son utilisation. Ce qui va permettre à ce moment-là d'amener l'élève à développer son utilisation réelle. Dans un deuxième temps, quand l'élève est prêt, ce n'est pas tous les élèves qui sont prêts en même temps non plus, on va passer tranquillement au semi-concret. C'est là qu'on va amener les élèves à dessiner. Mais si on commence par le dessin, on commence un peu trop vite. Alors, il faut vraiment, quand on passe au dessin, au schéma, et c'est là qu'on va utiliser le matériel virtuel. On va vous en présenter tout à l'heure. Donc, l'élève va appuyer son raisonnement sur le dessin, sur les schémas. Il va utiliser du matériel virtuel pour représenter. Donc, on a comme fait une première étape. Et maintenant, quand ça va bien, là, on peut passer à l'abstrait. L'abstrait, c'est là qu'on va avoir nos symboles, notre phrase mathématique, nos algorithmes. Tout ça va se retrouver là. Au niveau du matériel de manipulation dans l'abstrait, on va parler souvent de la calculatrice, entre autres, qui est un matériel qui peut soutenir le développement de la compréhension, par exemple, du système de nombres chez les élèves. Alors, on doit vraiment passer entre les 3. Et notre objectif n'est pas que notre élève manipule le reste de sa vie. Notre objectif, c'est qu'il se rende à l'abstrait. Mais si on y va trop vite, bien, la compréhension n'est pas nécessairement installée. Si on continue, selon le référentiel, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez eu la chance de voir le référentiel d'intervention en mathématiques. C'est un référentiel que le ministère a publié à l'automne 2019. Il fait état des recherches en enseignement des mathématiques. On y présente les pratiques porteuses pour développer les compétences beaucoup au niveau chez nos élèves. Et là-dedans, on parle, entre autres, du matériel de manipulation. Puis voici ce qu'on en dit, puis je trouve ça intéressant et important pour avoir la bonne place pour le matériel de manipulation. Le fait que les élèves aient en leur possession du matériel de manipulation ne produira pas à lui seul l'apprentissage. Il faut également que l'enseignant ait une intention d'apprentissage claire, et on ne le souligne pas pour rien, c'est vraiment ça qui est le fondement, dont la prise en considération sera facilitée par le matériel. Donc, le matériel m'aide à accéder à la connaissance. Il est important de présenter le matériel aux élèves en leur donnant certaines explications sur son fonctionnement pour éviter de les ralentir. En un mot, on va rendre explicite les liens entre les concepts et le matériel. Si on passe à la suivante, le matériel de manipulation doit être exploré et utilisé avec souplesse pour soutenir la représentation et la compréhension, parce que c'est pour ça qu'on utilise du matériel. C'est pour soutenir la représentation et la compréhension des concepts et des processus. Attention, ce que ça dit, là, le mot souplesse beaucoup, c'est qu'on n'enseigne pas le matériel. On enseigne un concept et le matériel n'est qu'un soutien à ce développement-là. Et enfin, l'exploitation efficace du matériel de manipulation par l'enseignant implique un questionnement qui suscite la réflexion de l'élève. Donc, ce n'est pas quelque chose de mécanique d'utiliser du matériel. Il faut questionner l'élève, il faut l'amener lui-même éventuellement à se questionner
à se dire pourquoi il fait les choses. Alors, c'est tout l'aspect de manipuler dans la relation. Donc, poser des questions à notre élève, l'amener à expliciter qu'est-ce qu'il fait. C'est très important quand on veut construire un concept puis s'en aller tranquillement vers le symbolique. C'est bon? Alors, on vient de parler d'intention pédagogique. Alors, on vous a fait un petit schéma sur la planification. Évidemment, notre intention, c'est qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent. Puis, la planification, mais ça va être comment je vais m'y prendre pour qu'ils apprennent ce que j'ai fixé, la cible que j'ai fixée, puis que je leur ai montré, puis que j'essaie de ne pas la bouger. Et dans ma séquence, donc, je vais avoir notamment le matériel. Évidemment, on n'a pas tout mis ici, mais on a mis qu'on peut avoir 3 possibilités. Donc, les élèves ont accès au matériel concret. Donc, ça, c'est dans l'idéal. On est en classe où l'élève a ça chez lui. La deuxième possibilité, mes élèves peuvent le créer, donc du matériel à la maison ou à imprimer. On va le voir un petit peu plus loin, là, des ressources pour ça. Mais je peux donner un exemple. À la maison, on peut prendre des macaronis pour symboliser des unités, puis faire des paquets de 10 dans des petits ziplocs, puis ensuite 10 petits paquets de 10 dans un plus grand ziploc qui fait ma centaine. Donc, il y a une possibilité d'avoir du matériel ou des objets quelconques au Dollarama, là, des jetons de bingo. Et sinon, la troisième possibilité, c'est que mes élèves ils ont déjà eu l'occasion de manipuler concrètement parce qu'on sait que ce qui passe par le tactile, le kinesthésique, bien, ça va aider dans le cerveau. C'est-à-dire, ça va aider les apprentissages, ça va concrétiser, puis on va avoir une mémoire de ça. Comme j'ai parlé un petit peu au début, l'image mentale, c'est qu'on va avoir une représentation. Alors ça, c'est démontré, là. Donc, compter sur ses doigts, c'est bon. C'est sûr qu'on ne va pas toujours être obligé de recommencer à 1, là. Donc, il y a une progression qui s'installe. Mais même, par exemple, quand on calcule les exposants, parfois, on va compter où je suis rendue dans mes exposants. Exemple, 2 à la 1, 2 à la 2, 2 à la 3 pour savoir où je suis rendue. Donc, ça peut être même pour nous utile. Donc, je disais que si l'élève a déjà manipulé concrètement, puis qu'il est prêt à passer à une autre représentation qui va être semi-concrète, bien, c'est là que le matériel virtuel va pouvoir être exploité et on va voir qu'on a beaucoup d'outils là, intéressants. Il y en a plus intéressants que d'autres, mais manipuler une souris, c'est pas comme manipuler les objets comme tels. Juste bon, avant... ici, on a... Oui? Il y avait juste une question tantôt dans le chat que j'ai vue oui. qui demandait un exemple pour manipuler, d'enseigner le... Excusez-moi, je l'ai perdu. D'enseigner le... Quelqu'un... Je viens de fermer mon chat. Le matériel. Enseigner le matériel, exactement. Je donne un exemple. C'est souvent dans la verbalisation de l'enfant qu'on va l'entendre. C'est l'enfant qui ne donne pas de sens à ce qu'il fait. Il sait qu'il y a du matériel base 10, puis là, s'il n'y en a pas assez, je prends la barre, puis là, je la mets de côté, puis je prends des jetons à place, puis je mets ça là. Puis là, après ça, il faut que je le place de cette façon-là. Puis l'élève, c'est ça qu'il va nous dire. Il comprend la mécanique de faire la chose, mais il n'est pas capable de nous expliquer pourquoi il fait la chose. Donc, c'est là qu'on parle d'enseignement. L'enseignement, c'est souvent aussi l'élève qui l'apprend comme ça, mais qui le verbalise comme ça. Mais il faut faire attention de toujours créer des liens quand on dit à un élève de faire telle chose avec son matériel de manipulation. Donc, j'ai une dizaine, je veux enlever 3 dizaines, j'en ai juste une. Est-ce que je suis capable d'enlever une dizaine? Non. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, c'est vraiment être dans la compréhension du concept plus que dans la mécanique de ce que je fais. C'est simplement ça. Je te laisse poursuivre, Martine. Merci. Alors ici, on vous a un petit peu répertorié. C'est pas exhaustif, là. Puis vous pourrez le regarder à tête reposée. Là, on se rend compte que c'est quand même chargé. On est allé surtout sur le sens du nombre, là, dans notre PDA, notre progression des apprentissages. Et on voulait faire ressortir le fait que le type de matériel peut représenter des groupements apparents et accessibles.
donc pour les tout-petits. Ensuite, plus on va progresser dans le primaire, on va aller vers le apparent non accessible et finalement non apparent, non accessible. Alors, en gros, apparent, c'est qu'on voit, par exemple, nos doigts, on voit les unités, on voit ici qu'on a 10 doigts, accessible dans le sens que je peux en replier pour en enlever. Et même chose avec nos jetons, nos cadres à 10, les cubes emboîtables, dessins de jetons, les macaronis, le Rick and Wreck. En fait, c'est que chaque petite bille ici représente une unité. Donc, on les voit et on peut les bouger. Même chose avec nos petits cadres à 10 ou boîtes de 10 selon comment vous les appelez. Quand on passe à un autre niveau, c'est encore apparent, mais non accessible dans le sens que je ne pourrais pas les séparer. Donc, contrairement aux petits cubes emboîtables où est-ce que je pourrais les séparer, donc c'est accessible, bien, mes blocs ici dans la dizaine, à moins de faire un échange pour 10 cubes unités, bien, je ne peux pas, je n'ai pas accès. Donc ici, j'ai mon cube de millier, ma plaque centaine, ma barre dizaine, mon cube unité. C'est la même chose pour le dessin du matériel base 10 et le tableau de numération qu'on voit ici. Donc, apparent, on voit les 10, mais on ne peut pas, c'est pas accessible, donc il faut faire des échanges pour avoir accès. Finalement, le groupement non apparent, non accessible, c'est que, bon, exemple, le boulier, l'argent, tableau de numération, super planche. En fait, je peux prendre l'argent, mais le 50 $, je ne vois pas les 50 unités, puis à moins de faire un échange, ce n'est pas accessible. Même chose avec les pièces de monnaie, le 25 sous, je ne vois pas les 25 unités, et à moins d'échanger, donc ce n'est pas accessible. Puis dans les tableaux de numération, les différents tableaux, bien, on met le chiffre des unités, le chiffre à la position des dizaines, le chiffre à la position des centaines. Mais supposons que j'ai 5 centaines, mais je ne vois pas les 500 unités. Puis pour avoir accès, donc j'ai besoin de faire des échanges. Donc, comme j'ai dit, c'est pas complet. C'était comme un aperçu des types de matériel selon les groupements. Donc, on est vraiment à la base là, du sens du nombre. Dans le quotidien, surtout quand on s'est retrouvé l'année dernière à distance, puis c'était comme, ben, comment on fait à distance, il faut réagir assez rapidement. On peut-tu faire des trousses pour nos élèves, quelque chose? On est parti d'un document qu'on avait déjà, que je vais aller vous présenter tout à l'heure sur notre site. Et on s'est dit, ben, il y a des trucs qui existent au niveau de la manipulation virtuelle, qu'on peut aller chercher au niveau virtuel. Il y a d'autres trucs qui vont aider à la manipulation, mais qui peuvent être imprimés, découpés. Il y a également d'autres types de matériel qui peuvent être trouvés à la maison. Donc, il y a des choses qui sont à la maison. Donc, on a fait une liste. Vous avez une image d'une des pages, là. Je vais aller vous le montrer, avec les couleurs qui nous indiquent si c'est des choses qu'on peut trouver à la maison, imprimées ou retrouver sur Internet. À travers tout ça, ce que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est de jamais oublier que le matériel n'est pas un objet d'apprentissage, mais c'est un outil pour permettre l'accès au concept et au processus pour le développement de la compétence. Donc, je vais juste prendre le contrôle de l'écran je vais juste présenter afin d'aller sur le... Oups, ici, c'est parfait. C'est juste une fenêtre qui est présentée. Donc, quand je suis sur le bureau virtuel, dans les ressources de nos CP, est-ce que vous voyez, est-ce que ça va présentement? Je veux juste savoir. Oui, on voit bien. Oui. Parfait. Donc, je m'en vais dans mathématiques primaires, dans les ressources de nos CP. Et c'est lent ce matin. Excusez-moi, c'est... Bon. Dénominateur commun. Accéder au site. Je ne sais pas si vous connaissez le dénominateur commun. C'est notre site d'information puis de ressources sur l'enseignement des mathématiques au primaire. Alors, dans le matériel de manipulation, il y a un onglet qui s'appelle matériel de manipulation. Vous avez plein de choses, mais si on descend un peu, donc quand je descends,
pourquoi utiliser du matériel, c'est quoi les types de groupements, suggestion de matériel. Vous avez ici la liste que je viens de vous montrer, mais complète. Donc, vous n'avez qu'à cliquer ici, puis vous allez la voir, vous pourrez l'imprimer si vous désirez. Et quand je vous parlais qu'il y avait des... je vais juste l'agrandir, ça va vous permettre de la voir rapidement, là. Donc, quand on parlait également qu'il y avait du matériel à imprimer, donc vous voyez ici, là, vous avez tout, puis c'est indiqué pour quel cycle principalement. Suggestion de quantité pour les élèves, donc combien de dés on devrait avoir, on peut demander combien de matériel base 10, etc., selon l'âge des élèves. Donc, vous avez toujours une idée approximative de la quantité. Si je reviens ici, juste en dessous, télécharger les outils imprimables. C'est un format zip dans lequel vous allez avoir plusieurs dossiers pour vous permettre de retrouver tout ce qu'il y a dans le document. Donc, quand on vous parle de grille de nombre, de cadre à 10, peu importe de quoi on vous parle dans le document, vous en avez que vous pouvez imprimer, découper, tout est là en PDF. Donc, c'est une ressource. Ici, vous avez vraiment la ressource de base qu'on avait au départ, mais c'était fait vraiment pour la classe. Alors qu'ici, notre idée était d'amener une façon de concocter des trousses individuelles pour les élèves. Donc, c'est tombé à distance pour qu'ils puissent amener ça avec eux. Bon, maintenant, on entre dans des ressources en ligne, donc des applications. Et là, si vous êtes comme moi, vous dites « Ah non, c'est en anglais, Math Learning Center ». En fait, oui, mais on a trouvé une façon de l'utiliser complètement en français, c'est-à-dire que avec Google Translate, automatiquement, le site devient en français et même à l'intérieur des applications. Alors, l'avantage avec cet outil-là, c'est qu'on peut partager avec les élèves des activités à l'aide d'un lien. Donc, soit si vous utilisez Classroom, je connais moins Dojo, mais par Classroom, on a fait des tests. Donc, je prépare une activité, je l'envoie à l'élève. L'élève fait l'activité et peut me repartager le lien et je vois ce qu'il a réalisé. Donc, je peux voir qu'est-ce qu'il comprend, puis donc, je vais pouvoir l'accompagner, donner de la rétroaction et tout ça. Et ces applications-là, on peut les utiliser soit en ligne ou on les télécharge. Donc, par exemple, des cadres à 10, matériel base 10, le Rec and Rec qui était un boulier avec des unités, fractions, blocs mosaïques, géoplan, et il y en a d'autres. Donc, le lien, vous l'aurez ici. Et ici, c'est juste un extrait d'image du site. Il y a une dizaine d'applications. Et nous, on prend ouvrir l'application web. Donc, on commence avec ça. Et là, on vous a préparé 2 courtes capsules. Une première d'à peu près 4 minutes qui montre là, comment un petit peu ça fonctionne. Puis la deuxième, c'est 2 minutes. Nathalie, elle montre là, comment on peut le faire, le donner à l'élève et lui le complète et le retourne. Bonjour, voici une façon de faire de la manipulation virtuelle avec Math Learning Center, même si c'est en anglais. On va pouvoir le faire traduire par Google et ça va être une application très intéressante. Alors, comment préparer une activité de manipulation virtuelle à l'aide d'une application? Alors, que l'élève va pouvoir vous rendre. Donc, vous allez lui préparer un exercice, une activité. Il va pouvoir l'effectuer à l'aide de l'application et vous remettre son travail. Alors, on a ici l'endroit où se trouvent toutes les applications. Sinon, vous pouvez accéder directement à votre application sélectionnée à l'aide d'un autre lien. Alors, ici, avec Google Translate, ça traduit directement la page, donc c'est en français. Et ici, vous avez la dizaine d'applications. Moi, je vais me concentrer sur les cadres à 10, donc nombre de cadres, et je vais choisir « Ouvrez l'application web ». Alors, encore une fois, Google Translate me met tout ça en français et ça me permet d'avoir dans le bas le détail, comme ici, en français, recommencer, faire pivoter, ici, grille de 5, la couleur, donc remplir, ici, l'ombre, l'outil texte mathématique, l'outil d'écriture, l'outil de dessin,
dupliquer la corbeille. La clé, je n'aurai pas nécessairement besoin, mais partager, ça va être très intéressant. Alors, je commence par sélectionner le cadre de mon choix. Alors, moi, je veux travailler avec le cadre à 10. Alors, si j'en veux un autre, je clique une deuxième fois. Ou je peux dupliquer également. Alors, voici mes 3 cadres à 10. Pour mes jetons, je peux sélectionner une autre couleur, une autre forme. Mais pour favoriser le passage du matériel concret que les élèves avaient en main, pour passer à une représentation qui est virtuelle, on vous encourage à prendre la couleur et la forme de ce qu'ils avaient au départ, puis éventuellement, on pourra passer à plus de créativité. Alors là, je vais préparer un exercice pour les élèves, juste pour vous montrer un exemple. Donc, représente le nombre 12 à l'aide de jetons et de boîtes de 10. Et je peux choisir la couleur de mon texte. Alors, je le déplace et je peux structurer ça un petit peu. Et remarquez que j'en ai mis 3 pour pas nécessairement induire que ça prend 2 boîtes. Et là, j'irai partager cet exercice-là à mes élèves. Donc, en cliquant sur la petite boîte avec la flèche qui sort, j'ai des choix. Moi, je vais partager le lien. Donc, je copie ce lien et j'utilise soit Classroom ou une autre plateforme où est-ce que je vais créer un devoir pour mes élèves et je vais aller mettre ce lien ici pour l'exercice. Alors, l'élève pourra y accéder en cliquant dessus, il pourra le réaliser et le remettre à l'enseignant, donc à l'intérieur de mon Classroom, ça pourrait être Classe Dojo, Moodle, donc ce que vous utilisez. Et par exemple, ici, j'ai un élève qui m'a remis son travail et puis je pourrais le commenter également. Il y aura une autre capsule qui expliquera comment accéder aux devoirs dans Classroom et comment le rendre. Alors voilà, bonne exploration. Pendant que Martine parle l'autre, c'est moi qui ai joué à l'élève, comme vous avez vu. La deuxième capsule permet carrément de... Vous pourriez prendre cette capsule-là, l'envoyer aux parents ou l'envoyer à l'élève pour qu'il l'écoute pour voir comment faire. J'espère que le son suit. Sinon, faites-moi signe, s'il vous plaît. Parfait. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un devoir de manipulation virtuelle en mathématiques et le rendre à ton enseignant grâce à Classroom. Sur ton Classroom, rends-toi dans la section « Travaux et devoirs ». Ouvre le devoir, puis clique sur le lien « Afficher le devoir ». Finalement, clique sur le lien qui te mènera à l'activité à faire. Ton enseignant te demande de montrer le nombre 12 à l'aide des jetons et des cadres à 10. Alors, je vais représenter 12 grâce aux cadres à 10 qui sont là. Donc, moi, je choisis, j'aime pas les petits jetons, je vais me prendre un petit pingouin. Alors, je vais dire, 12, c'est une dizaine. Donc, je vais prendre un 10, venir le placer dans mon premier cadre à 10. Je vais ajouter 2 unités à 10. Donc, j'ai 12 pingouins, un paquet de 10, 2 unités. J'ai bien fait mon devoir. J'ai maintenant terminé. Pour rendre le devoir à mon enseignant, je dois cliquer sur « Partager » et copier le lien. Je retourne dans Classroom. Je vais aller dans la section « Votre devoir » à droite de l'écran. Je vais faire « Ajouter ou créer ». Je choisis un lien. Je viens coller mon lien et je l'ajoute. Ainsi, le lien vers mon devoir sera ajouté automatiquement. Il ne me reste plus qu'à rendre mon devoir. Alors, rendre le devoir. Voilà, ton enseignant a maintenant reçu ton travail.
Donc, on a fait le choix de présenter principalement Math Learning Center parce que c'est vraiment le site incontournable. Moi, Martine, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur le Math Learning Center. Ça vous donne quand même une idée, puis vous avez accès aux capsules. Ça va. Écoute, j'ai essayé de voir le clavardage, mais je vais regarder ça après parce que je suis vraiment... ça va trop vite pour moi. Puis j'ai vu quelqu'un parler des digiblocs. Oui, on aurait pu les mettre, mais comme ça coûte 500 $, on ne les avait pas incluses dans le beau tableau, mais c'était du apparent accessible. Donc voilà, je reviendrai tantôt sur les autres commentaires. Donc oui, Math Learning Center, c'est notre coup de cœur, surtout qui n'est pas en anglais. Là. Donc ça, c'est vraiment, c'est tout. Fait que je passe, Nathalie, à EduMedia. Je pense que je vais te remettre comme ça. J'ai vu que quelqu'un m'a écrit, a écrit dans le clavardage comme quoi c'était par Google, les applications Google, on l'avait directement. Je vous avoue que je n'ai jamais passé par là, mais c'est possible. Puis si c'est le cas, ben, c'est peut-être une belle idée. Et surtout, oui. Gênez-vous pas, il y en a qui partagent des ressources. Vous êtes comme en réseau, c'est excellent. Nous, on ne peut pas prétendre tout connaître. Là, hein? On est vraiment... on y va avec ce qu'on a et ce qu'on connaît, puis on est une petite équipe, mais gênez-vous pas de partager. J'ai vu, il y en a qui ont déjà mis des choses sur le Centre de services de Montréal. Juste alors, l'enseignant, lorsqu'il reçoit le lien qui vient de Math Learning Center, est-ce qu'il voit la démarche de l'élève ou il voit seulement le résultat final? Il voit seulement le résultat final. Okay. EduMedia peut voir la démarche, je vais vous le montrer. Il peut se filmer, mais ça va être plus avec EduMedia. EduMedia, c'est un abonnement qu'on a de la commission scolaire. Les forces d'EduMedia, vous le connaissez peut-être, c'est lié à Classroom, c'est classé par objectif d'apprentissage. Ça permet l'enregistrement vidéo de l'enseignant, donc pour que l'enseignant se filme pour donner des consignes à un élève, autant que l'élève peut s'enregistrer en train de faire l'activité. Et à ce moment-là, ça retombe dans le dossier de l'enseignant. Je ne vous présenterai pas ce côté-là tant que ça. J'ai des capsules. Alors, on a fait des capsules. Premièrement, on a une capsule d'introduction à EduMedia. On a également une capsule sur comment faire un travail, envoyer un travail à un élève, tout ça via EduMedia. Et une dernière capsule qui est une capsule que j'avais faite pour donner un travail, là, qui explique un travail simplement. Alors, on va essayer de vous rendre tout ça disponible. Patrick a déjà les liens. Maintenant, EduMedia, il y a des... Je trouve que les applications sont de niveau variable. Il y en a des super, il y en a des moyennes, il y en a des pas très utiles, il y en a que c'est vraiment de l'application. On n'est pas toujours en manipulation. Mais il y a des choses intéressantes, c'est à explorer. On en a mis quelques-unes dans le PowerPoint qu'on trouvait quand même intéressantes. J'aimerais aller vous montrer quand même EduMedia, comment y aller, puis un petit exemple de type d'activité que je trouve fort pertinente avec EduMedia. Donc, si je partage mon écran, bon, tantôt j'étais là, c'est pas là que je vais revenir à mon bureau virtuel, je devrais être correct ici. Si je descends un petit peu plus bas, je suis toujours dans ressources, là. Je descends un peu plus bas dans ressources numériques centralisées, EduMedia. Excusez, ça ne sera pas long. Alors, EduMedia, c'est ça. C'est des maths, c'est des sciences, techno, univers social. Il y a vraiment des applications pour plein de domaines, primaire, secondaire et même un peu de cégep. Donc, c'est à explorer vraiment. Dans mon cas, je vais juste aller avec le code classe. Donc, je me suis fait, j'ai mon compte, je me suis fait un code classe. Et mon code classe que je peux donner à mes élèves pour qu'ils aillent au même endroit que moi, DZDNK. Pas très joli comme code, mais bon, c'est ça. Et ça m'amène directement à mes favoris. Donc, c'est ça qui est bien. Et je voulais vous montrer le générateur de grilles numériques. Ce n'est pas de la manipulation à proprement dit, mais on sait que nos élèves doivent travailler la structure, comprendre la structure de notre système de numération. Donc, tout ce qui est travaillé sur des grilles, on va le favoriser énormément à tous les cycles de différentes façons. Les questions qu'on va poser vont être différentes. Mais bon, ici, on a un générateur de grilles, puis je le présente souvent à RAI Math.
au premier cycle et il est très apprécié des enseignants. Donc, je vous donne par exemple, disons que je veux faire un tableau avec 10 colonnes. Je peux ajuster mes lignes, je peux aller jusqu'à 10 lignes. Je peux avoir mon origine à 0, à 1 ou à, disons, 20 ou 15. Ou je peux jouer. Je peux aller dans le fond jusqu'à 100 pour mon origine. Maintenant, je peux compter par bond de 1. Je pourrais mettre un tableau par bond de 2, par exemple, avec seulement 5 colonnes. Je pourrais travailler comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, bon, les multiples, on peut les mettre en couleur. On peut venir en cliquant enlever un nombre. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut enlever du remplissage et parler de la relation entre les nombres. Donc, par exemple, je veux mettre le nombre 12, à quel endroit je le mettrais et pourquoi. Donc, amener nos élèves à justifier. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. En passant, on peut le faire en comptage à rebours aussi. Moi, ce que j'ai fait comme activité avec ça, que j'aimais beaucoup, j'ai pris simplement une capture d'écran. Quand ma grille a été comme je la voulais pour travailler en classe, j'ai pris une capture d'écran et je suis venue sur mon Jamboard. Je l'ai mis en définition d'arrière-plan, carrément. Et là, je pourrais travailler avec mes élèves et demander à un élève, par exemple, de bien placer le nombre 21, puis lui demander comment elle le sait. Donc, l'élève viendrait prendre une petite zone de texte. Ici, dit, bien, 21, je le mets là parce que c'est le nombre qui suit 20. Excellent, merci. Et là, on pourrait avoir des discussions avec nos élèves. On pourrait également, par exemple, au 3e cycle, aller voir les nombres, je ne sais pas, on travaille avec les critères de divisibilité. Quels sont les nombres qui sont divisibles par 4? Et là, on peut les observer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut regarder comme régularité à travers ça. Alors, c'est des choses qu'on peut faire avec ce générateur de grille-là que moi, j'aime beaucoup, qui n'est pas, comme je vous dis, de la manipulation, mais qui soutient quand même le raisonnement. Dès le premier cycle, en passant, on pourrait faire des opérations. Donc, j'ai 32 plus 5, donc je suis à 30 et je dois faire 5 pas. J'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Où est-ce que je me retrouve? Ah, je me retrouve à 37. Alors, on a toujours les crayons point, je ne sais pas si on pourrait l'entourer à ce moment-là, mon 37. Alors, il y a possibilité de faire des choses intéressantes en liant le Jamboard avec ce générateur de grille-là, entre autres. Puis je pense que c'est pour tous les niveaux. Je reviens donc, générateur de grille, on a pas mal fait le tour de ça. Je vous montre en même temps d'autres ressources que je trouvais intéressantes. Vous avez le lien à la page suivante dans la présentation que vous ne voyez pas présentement, qu'on va vous montrer dans une minute, mais je vous montre quand même 2 des liens qu'on a mis. Il y a FET Simulation. FET, c'est fait par l'Université du Colorado, l'Université au Colorado. Et ce sont toutes des applications maths-sciences. Et nous autres, on aimait beaucoup la modélisation de la multiplication par les aires. Donc, au lieu de rentrer rapidement dans l'algorithme ou de faire de l'addition répétée, on avait une représentation de la multiplication. Donc, dès 4e année, voir comment ça se construit. Et on utilise le matériel base 10 ici pour trouver nos résultats. Donc, c'est ce qu'on appelle multiplication par les aires ou multiplication géométrique. Vous pouvez télécharger, vous pourrez aller fouiller là-dessus si c'est quelque chose que vous travaillez avec vos élèves, le sens de la multiplication avec un visuel minimalement, mais l'élève peut le travailler aussi à sa place avec du matériel base 10, sa multiplication, en même temps. L'autre site que j'avais noté, c'était Minecraft. Minecraft Éducation nous permet de travailler en 3 dimensions, permet de travailler le sens spatial, permet de travailler, j'ai monté un type situation, problème, 3e cycle avec Minecraft dernièrement pour le récit, justement. Il y a moyen de faire des créations avec Minecraft où on va aller chercher les connaissances mathématiques de l'élève. Donc, on va pouvoir parler par exemple, d'une construction avec son périmètre, on va parler de l'air d'une face, ou on peut faire plein de choses, on peut faire du dallage, il y a vraiment plein d'idées. Et ça, ici, je vous ai mis des liens vers 2 formations offertes par le récit. Donc, ce sont des formations en ligne.
C'est un univers ludique, Minecraft, mais c'est un univers qui force vraiment l'élève à réfléchir et à planifier. Donc, on travaille beaucoup la planification quand on le lit avec des concepts mathématiques. Donc, je vais revenir à notre présentation, dans le fond. Je peux partager moi aussi. Alors, je vous partage ça. Nathalie, pendant que tu partages, oui. Je ne suis pas sûre, peut-être que tu l'as dit, mais comme ça fait plusieurs fois qu'on le pratique, dans Edumédia, est-ce que tu as dit que si les gens ils se connectent, ils se font un compte, ils vont avoir accès à plus de choses que si... Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui demandait s'il pouvait utiliser ton code DZNK, je ne sais pas trop, là. Si vous utilisez mon code, ben vous rentrez dans mes affaires à moi. Ça me fait plaisir. Vous avez le droit de venir. Je suis heureuse de vous accepter. La seule chose, c'est que vous êtes bien mieux de vous créer un espace prof. Et ça, je l'explique dans la capsule d'introduction. Donc, on se crée simplement un espace prof et on n'a pas à créer de compte pour nos élèves. C'est vraiment nous autres et on invite nos élèves à venir dans notre compte. Alors, tout ça est bien expliqué quand même dans la capsule, je pense, j'espère. Puis, dans le fond, c'est vraiment essentiel. Créez-le, votre espace prof. Ça prend 1 minute. Juste, attendez, je vais vous le montrer rapido parce que tant qu'à faire, tant qu'à y être. Il est où mon... OK. Quand vous venez ici, là, vous avez CS de Laval parce qu'il ne faut pas rentrer par Internet direct. Il faut vraiment passer par le bureau virtuel parce que vous n'aurez pas accès à la commission, au centre de services scolaires, à l'abonnement. C'est ça, il va vous interrompre pour dire abonnez-vous, abonnez-vous. Donc, vous êtes mieux tout de suite d'entrer par le BV. Il faut rentrer par là. Et la même chose pour les élèves. C'est pour ça que on va donner le code, on va passer par là. Donc, sinon, vous allez vous faire interrompre. Mon espace prof, il est ici. Je n'ai pas encore d'espace prof. Ils vont vous poser 4 questions, votre nom, votre courriel, une couple de petites affaires, vraiment pas grand-chose. Et quand vous l'avez, votre espace prof, ben, vous avez l'avantage à ce moment-là juste de venir vous connecter. Vous voyez? Et là, automatiquement, si vous regardez ici, là, vous avez vos dossiers. Donc, dans mes dossiers, moi, j'ai 3 dossiers. Celui que j'ai parlé tantôt, c'était mes favoris avec le code. Mais chaque dossier va avoir son code différent. Et quand je m'enregistre, puis je me fais des captures vidéo, ben, ils sont ici, mes captures vidéo. Je peux aller les visionner. Je peux les partager. Je peux les mettre en favoris. Alors, il y a quand même une belle panoplie de choses. Moi, je vous invite vraiment à aller voir les petites capsules. Je pense que ça va vous donner une bonne idée de ce que peut amener Edumédia. Puis ça peut être un plus
nommer le matériel, nommer les étapes. Et ça, c'est des activités qui peuvent se faire en grand groupe. L'idée, c'est d'emmener les élèves à être impliqués à l'intérieur de la démarche, à l'intérieur de la rédaction ou de la conception de cette expérience-là. Ce n'est pas de donner nécessairement une expérience toute faite à l'élève. Par exemple, voici la liste de matériel et voici les étapes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire, mais par contre, dans un esprit de développement de compétences, c'est important d'impliquer les élèves, donc de présenter le matériel et les étapes. Et ensuite de ça, l'élève va présenter le résultat de ses observations pour nommer les changements apportés et les problèmes rencontrés et les solutions apportées pendant qu'il a fait son expérience. Et ensuite de ça, faire un retour sur son hypothèse. Au départ, j'ai pensé que que ça allait casser. Finalement, ça a plié. Donc, j'ai appris que lorsqu'on met une force sur un objet, parfois il peut plier, même si l'objet semble dur. Exemple. Donc, on a un carnet de démarche en 2 pages qui permet vraiment de résumer la démarche d'investigation scientifique. On va aller regarder maintenant. Les différents carnets ont été adaptés au format Google Classroom. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre ces carnets-là et les pousser dans le Google Classroom aux élèves pour que chaque élève ait son propre carnet d'investigation scientifique modifiable, en fait. Donc, on s'en vient cliquer ici sur l'investigation scientifique. Et là, vous allez voir une page qui va apparaître, qui va y faire créer une copie. Donc, il y a une copie de ce document-là qui va se créer dans votre Drive. Il faut être connecté sur la Drive, sur Google Drive, idéalement du centre de service. Et ce qu'on retrouve, c'est les mêmes éléments qu'on avait lors du carnet PDF, mais maintenant, les éléments, ils sont disposés à l'intérieur d'un Google Doc modifiable. Donc ici, je peux écrire mon nom. Je peux écrire maintenant le titre de l'expérience, les patates. Et là, je peux envoyer ça aux élèves, par exemple, les patates, ou la question initiale de départ. Qu'est-ce que ça prend pour... comment une patate pourrait-elle faire pour allumer une ampoule, exemple. Et en fait, ce document-là, il est modifiable. Donc, l'élève peut travailler à l'intérieur de ce document-là pour laisser des traces de sa démarche et il peut vous renvoyer une copie de ça. Et le document aussi peut être utilisé de manière collaborative. Donc, c'est 2 ressources actuellement qu'on a pour permettre à l'enseignant d'accompagner l'élève à le cheminer à l'intérieur de démarches. Et ce sont 2 ressources qui sont relativement traditionnelles dans leur forme. Donc, on a les carnets PDF et les carnets numériques. Et ça, on a ça dans la section démarches. On a aussi une section évaluation. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'évaluation aujourd'hui. Par contre, c'est assez important parce qu'on doit utiliser les critères d'évaluation pour évaluer les élèves en sciences et technologies ainsi que l'aspect des connaissances. Et les critères d'évaluation, essentiellement, lorsqu'on regarde les critères d'évaluation, on est capable de les associer rapidement à chacun des aspects de la démarche. Donc, si on vit une démarche avec les élèves, on est nécessairement en lien avec nos 4 critères d'évaluation liés au développement des compétences et il reste le dernier critère d'évaluation qui est lié aux connaissances. Donc, c'est important, les démarches. C'est le cœur, je dirais, du programme de formation en sciences et technologies. Et c'est à partir de cette lorgnette-là qu'on va voir qu'il y a des activités qui sont des démarches qu'on va retrouver et d'autres qui n'en sont pas des démarches. Stéphane? Oui? Je peux me permettre d'ajouter quelque chose que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé dans tes 2 canevas le PDF et à la fois celui qu'on va donner aux élèves. Il y a une section, donc pour chacune des sous-sections de ce petit carnet-là, il y a toujours le lien pour directement, je pense, en fait, tu vas répondre si c'est bien ça, pour l'enseignant pour évaluer le critère qui est ciblé par rapport à une section, c'est bien ça? Oui, il y a les codes de critères A, B, C, D, E qu'on va retrouver à l'intérieur ici dans le carnet évaluation. Dans la section grille descriptive sciences et technologies primaires, vous avez des observables de niveau A, de niveau B, de niveau C, de niveau D pour chacun des critères d'évaluation. Pour l'aspect science, ici, pour l'aspect science, je ne le vois pas ici, ouais, pour l'aspect science et pour l'aspect technologie.
Donc, on peut se référer pour voir à quoi correspondent le A, le B, le C, nos attentes, pour pouvoir les écrire directement quand on corrige l'élève. Très facilitant pour l'enseignant. Merci, Stéphane. Effectivement. Merci. De rien, ça fait plaisir. L'aspect planification, on ne rentrera pas dans les détails non plus de l'aspect planification, mais on va tenter de planifier nos situations pour trouver des situations où on fait appel à des démarches idéalement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire passer des tests de connaissances, de faire lire un texte à des élèves et répondre à des questions. Mais notre programme de formation, ce qu'il nous dit, c'est qu'on doit faire vivre des expériences aux élèves où ils sont inclus à l'intérieur d'une démarche. Au niveau des SAE, ce qui va nous intéresser maintenant, où trouver des SAE? Où trouver des SAE? On vous donne quelques clés ici pour faire un choix éclairé de SAE. Je vais vous laisser le temps de lire ça, tête reposée. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, mais je vous aide un petit peu dans l'organisation. Au niveau des SAE, où trouver des SAE? Des SAE, c'est des situations d'apprentissage et d'évaluation. Bien, c'est pas ça qui manque en sciences et technologies. Il y en a beaucoup de ressources quand même. On a des trousses pédagogiques au CRP, on a des défis en sciences et techno, on a des SAE du renouveau pédagogique, on a des SAE sur le projet Aptrive-Nord, des activités d'éducation relatives à l'environnement. On a du nouveau ici, un Jamboard scientifique de démarche. On va aller regarder ça aujourd'hui parce que c'est super intéressant. On a aussi différentes ressources ici. Donc ici, c'est des ressources essentiellement exclusives au personnel de la CSDL. On va vous demander de votre mot de passe du centre de service et votre code. Souvent, ça va être vos comptes Google ou les comptes SharePoint Microsoft pour pouvoir utiliser ces ressources-là. J'ai aussi fait un lien avec Éclair de Sciences, qui est un site où on retrouve des situations d'apprentissage, avec Tableau ST, où un site où on trouve des situations d'apprentissage. On a qu'à cliquer sur les vignettes et ça nous amène souvent dans un moteur de recherche. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui parce que c'est de nature, ça va principalement se vivre en classe, ces types d'activités-là. On a le planificateur de sciences, que moi je trouve intéressant, le planificateur de sciences, parce que je vais vous le présenter. Pourquoi? Parce que lui, le planificateur de sciences, on peut naviguer à l'intérieur de nos différentes situations. Par exemple, on recherche une situation pour l'univers matériel, de niveau, je vais réduire un petit peu, ouais, une situation d'investigation scientifique de 3e année. Et là, la plateforme nous propose des choix. C'est des activités qui ont été faites par des étudiants ou des enseignantes ou des enseignants. On va venir choisir, par exemple, l'activité flotte ou coule. Et on peut utiliser directement, l'outil nous génère automatiquement un cahier de l'élève ou un cahier de l'enseignant. Et lorsqu'on est connecté sur le site, on te demande seulement un mot de passe et code d'utilisateur, on peut utiliser et se connecter. On peut créer nos propres situations. On peut avoir accès à notre planification, pas notre planification, mais à nos activités qu'on a créées à l'intérieur de ça, et il va nous créer automatiquement notre cahier de l'élève et notre cahier de l'enseignant en utilisant un Canva qui est à l'intérieur de l'outil. Donc, on s'en vient, c'est entièrement modifiable, tout ça. Et on peut aussi décider, si notre situation, on décide de la partager à l'ensemble de la communauté ou la garder juste pour nous. Donc, super intéressant outil de planificateur de sciences. J'invite à aller l'explorer. Moi, je m'inspire beaucoup des activités qu'il y a là-dedans pour souvent en créer et d'autres ou aller rechercher des activités. On a classe de sciences aussi, qui est par un Serge Gagné, qui est un prof quand même qui a écrit des ouvrages en sciences et technologies. Donc, je vous invite à aller regarder les ressources qu'il y a à l'intérieur de ça. C'est pas ça qui manque. Puis, d'un fois, vous pouvez dire, vous allez peut-être même vous perdre tellement il y en a. On a aussi des recueils de SAE. Et ici, en bas, on a des expériences en sciences et technologies. Et la mise en garde que je fais en lien avec ça, souvent, c'est des expériences clés en main toutes faites. Par contre, ce qu'il faut faire avec ces expériences-là, ce ne sont pas des activités pédagogiques. Je vous donne ici la piste pour vivre pleinement une activité pédagogique en lien avec ces expériences-là. Et je vous accompagne pour faire en sorte que cette expérience-là puisse être transformée en activité pédagogique. Comment dégager une question, par exemple, à partir d'expériences qu'il n'y a pas tout le temps. Comment amener les élèves à énumérer le matériel ou à faire part de leur hypothèse ou à organiser les étapes de leur expérience. Et l'idée de ça, ce n'est pas nécessairement d'arriver à une expérience pour chaque élève, mais ça peut être une activité qui peut être menée par l'ensemble de la classe.
On va également regarder ce qui va nous intéresser, les multimédias. Et là, multimédia, j'ai fait un petit site externe là, parce que c'était plus simple pour le gérer pour l'instant. Donc, on va accéder aux ressources. On va en regarder quelques-unes, des ressources multimédia qui peuvent être utiles en enseignement à distance. Donc, ressources multimédia nous emmène sur la page ici, ressources multimédia, et il y a du blanc. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, accueil, vidéos scientifiques en haut aussi. Donc, on a des vidéos scientifiques et des animations interactives. Je vais aller vous présenter ces deux ressources-là. Au niveau des vidéos scientifiques, j'ai répertorié quelques sites qui permettent d'accéder en fait à plusieurs vidéos scientifiques. On a C'est pas sorcier. C'est un site français qui on va aller regarder le menu rapidement du site français, qui permet d'avoir ces genres documentaires avec des maquettes. Ils utilisent beaucoup les maquettes à l'intérieur de leurs documentaires pour permettre de vraiment cerner un concept scientifique. Par exemple, comment fonctionne un hydravion, ici, c'est quoi la matière, comment sont faites les fleurs et à quoi servent les fleurs. Donc, il y a différentes disciplines en lien avec les sports, la société, mais il y a beaucoup d'éléments de nature scientifique aussi à l'intérieur de cette offre-là. C'est super intéressant. Ça peut vous aider à accompagner un cours avec vos élèves. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à C'est pas sorcier. Il y a des belles ressources, puis c'est des très bons vulgarisateurs scientifiques. C'est vraiment intéressant. Une autre ressource aussi qu'on retrouve, c'est Lumni. Lumni, c'est un site français. C'est un site qui amène à des vidéos. Certaines vidéos, toutefois, ne sont pas disponibles parce que je pense que c'est une chaîne de télé qui a mis ça en place. Donc, on peut naviguer à l'intérieur de Lumni par l'onglet de recherche. Par exemple, je recherche quelque chose sur les machines simples. Je vais aller rechercher. Je vais voir ce que ça donne sur les machines simples. On a sur les machines simples. Et là, ça nous apporte sur différentes vidéos qui vont peut-être traiter des machines simples, mais non, leur onglet de recherche n'est pas super. Donc, ça peut être intéressant de naviguer dans ce site-là, de peut-être plus à vue ou rechercher. On a également Kezako, qui est un site de vidéos, de documentaires qui vont parler de sujets scientifiques. C'est souvent un animateur qui va s'adresser à nous avec quelques animations. Ça peut être intéressant d'aller compléter ou alimenter nos cours avec ça. On a Adibou pour les plus jeunes. Donc, c'est vraiment des personnages beaucoup plus enfantins et ça s'adresse beaucoup pour premier cycle. Là, ça peut être pertinent, préscolaire, premier cycle. Là, ça peut être pertinent pour expliquer des concepts scientifiques aux enfants. Des vidéos Stéphane? quand même. Oui? Oui, pendant que tu parles des tout-petits, là, on a une question dans le clavardage. Donc, oui, je ne vois pas le clavardage, oui. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'interviens. Donc, Annie qui demande au premier cycle s'ils peuvent fournir la question scientifique ou il faut absolument partir de leur connaissance. Écoute, la question scientifique peut être fournie au premier cycle, au troisième cycle. L'idée, c'est de tranquillement impliquer les élèves. Donc, au troisième cycle, ça peut être aussi partir d'une question fournie par l'enseignant. Ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. Excellent. Oui, il ne faut pas se gêner. L'idée de partir des questions des élèves, ça peut être intéressant, mais des fois, des élèves ont des questions qu'on ne peut pas. Une bonne question, je vais faire un petit aparté sur une bonne question. Une bonne question en sciences et technologies, là, évitez les questions qui commencent par pourquoi. Parce que c'est des questions qui vont nous emmener à déployer des connaissances théoriques et faire des recherches de nature documentaire. Si on veut faire une expérience qui est vivante en sciences et technologies, qu'on peut faire en classe, qu'on peut amener des manipulations à distance, on va chercher des questions qui vont commencer par lequel, comment, des questions qui vont commencer par quelles conditions va permettre que. Donc, éviter les pourquoi. Les élèves arrivent avec des pourquoi. Nous, en tant que pédagogue, il faut transformer ce pourquoi-là en comment, en lequel, en qui, en comment. Donc, ça demande des fois un petit travail c'est ça le travail d'un enseignant aussi, c'est de prendre les questions des élèves générales et d'en faire une question plus spécifique pour vivre une activité avec les élèves. On va continuer avec les vidéos. Il y a ScienceClick et les fondamentaux. Je vous dirais que c'est pour les plus vieux. Je dirais même ScienceClick, le premier cycle du secondaire, 5e, 6e année, premier cycle du secondaire, les fondamentaux. Possiblement pour tout le monde aussi, mais on voit que c'est un niveau un petit peu plus élevé de niveau conceptuel. Mais vraiment intéressant, c'est des belles ressources à aller regarder.
Et ils ont souvent un onglet de recherche en haut pour rechercher des vidéos. Et on peut aussi rechercher par mots-clés, aussi aller naviguer à l'intérieur du site. Et des fois, la recherche Google peut être très pratique quand on connaît bien notre mot-clé. Ben, en connaissant ces sites-là, si vous faites une recherche machine simple, animation, et vous dites, ah, c'est sur les fondamentaux, excellent, je vais aller voir. Donc, ça peut nous aider aussi à éviter d'aller dans des sites qui ne sont pas pertinents ou qui vont transmettre des fausses informations. Ça, c'était au niveau des vidéos scientifiques. On va aller voir maintenant au niveau des animations interactives. Donc, ce n'est pas les ressources qui manquent au niveau des vidéos. Au niveau des animations, on en a moins. La perte de flash nous a fait mal en éducation au niveau des sciences parce qu'on avait énormément de matériel qui était fait en flash. Et là, dernièrement, j'ai fait la mise à jour du site. Puis, ah non, on n'a plus cette ressource-là. Comme, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les simples machines. C'était un petit bonhomme qui tentait de monter des charges sur un plan incliné. Et c'était super bien fait. C'était impliquant au niveau de la démarche. On n'y a plus accès, c'était du flash. Donc, il a fallu se rabattre sur d'autres choses. Et moi, ça m'a permis de redécouvrir Edumedia, en fait. Et on va aller regarder aussi FET, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, au niveau d'Edumedia, Nathalie et Martine, tout à l'heure, en ont fait un éventail de possibilités. Moi, ce que je vais faire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est important de savoir que pour utiliser les ressources d'Edumedia, on peut communiquer l'URL aux élèves, mais par contre, il faut qu'ils soient connectés et avoir cliqué sur la pastille Edumedia dans le bureau virtuel. C'est la contrainte un petit peu pour utiliser Edumedia avec les élèves. Edumedia, de la manière qu'il est fait, on peut venir naviguer par niveau, primaire, secondaire. On peut faire une recherche simple. Par exemple, moi, je veux de quoi sur une machine simple. On vient ici, faire une machine simple. Et là, ça va m'emmener un éventail de sites ici qui va faire appel aux machines simples. Et ce qui est fascinant, c'est que si on écrit machine simple au singulier ou au pluriel, ben, on ne sort pas les mêmes choses. Parce que tout à l'heure, j'ai fait ma recherche sur machine simple et j'en avais plus. Ah, c'est ça, on nous en emmène plus quand on écrit machine simple au singulier. Donc, on va aller voir le plan incliné tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi d'Edumedia, c'est la navigation par programme de formation. On peut naviguer par matière, sciences et mathématiques, mais par programme de formation du Canada, au niveau du Québec, primaire, secondaire, je vais choisir primaire. Et là, vous allez premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, je vais choisir deuxième cycle. Et là, vous allez, en sciences et technologies, et là, vous allez probablement reconnaître, c'est ça, les éléments du programme de formation, nos trois univers. Je cherche une activité en lien avec la Terre et l'espace. Ah, on recommence à reconnaître les éléments de notre organisation, de notre progression des apprentissages. Est-ce que je suis plus dans matière, énergie? C'est un petit peu lourd à naviguer, je trouve. Donc, la recherche par mots-clés est pertinente. Donc, je veux de quoi sur force et mouvement. Ah, et là, on a un élément de la progression des apprentissages, associer le cycle du jour et de la nuit à la rotation de la Terre. Et on a une animation ou quelques animations qui sont associées, en fait, à cet élément de la progression des apprentissages. Donc, ça peut nous aider avec notre élément de la progression des apprentissages. Quelle vidéo d'Edumedia on pourra aller regarder avec les élèves et on va aller faire un choix à l'intérieur de ça. Sur Edumedia, j'en ai une ici, par exemple. On va aller regarder une avec le plan incliné. Donc, l'Edumedia nous présente une plateforme, mais c'est des manipulations qu'on a à faire. Mais l'idée, comment on va vivre ça avec les élèves? Edumedia ne nous propose pas de questions. Quelles questions on va poser aux élèves pour les impliquer à l'intérieur de la démarche? Par exemple, ici, j'ai on va l'appeler Charles. Charles veut monter les choses dans son camion. Donc, Charles, ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va tenter de monter les choses dans son camion et OIS, ça ne fonctionne pas. Que va faire Charles pour monter des choses dans son camion? Il va donner des choix à l'élève. Est-ce qu'il va faire appel à un ami, appeler Pierre? Ou est-ce qu'il va utiliser un outil qui s'appellerait peut-être un plan incliné? Ah! Charles et le plan incliné fonctionnent, on le voit directement.
Donc, on est capable d'emmener l'élève à questionner, de les emmener à faire des choix. Moi, il y a certains élèves qui vont dire, moi, j'appellerais Pierre. D'autres élèves vont dire, ah, moi, je vais faire un plan incliné. Et ensuite de ça, on va aller valider l'hypothèse des différents élèves, donc des faire cheminer dans une démarche. Et on peut leur demander d'expliquer pourquoi on ferait appel à un ami. C'est quoi l'avantage de Pierre par rapport à Charles? Donc, on va dire, Pierre, il est plus grand. Donc, là, il joue tout seul, les animations. C'est pas ça que je veux. Donc, et donc, ça nous permet d'étudier le concept de plan incliné. Donc, Charles ici, s'il utilise un plan incliné qui mesure 2 mètres, est-ce qu'il va être en mesure de lever la charge? Il ne sera pas en mesure de lever la charge. Qu'est-ce que ça va prendre à Pierre pour être en mesure de lever la charge? La charge, il appelle son ami n'est pas disponible. Donc, est-ce qu'il va essayer avec un plan de 3 mètres? Et il n'est pas capable non plus. Un plan de 4 mètres. Et il n'est pas capable non plus. Et un plan de 5 mètres. Et là, il va être en mesure de lever la charge. Donc, on est capable de travailler les variables avec les élèves. Et ça, c'est des concepts de niveau primaire. Donc, c'est un exemple d'utilisation d'EduMedia. Donc, je vous encourage, quand vous utilisez EduMedia, à vous insérer à l'intérieur d'une démarche où on questionne l'élève et on pourrait lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour lever la charge. On va prendre la charge et on va la pousser, donc les emmener tranquillement à déplier les aspects de la démarche. On va retourner. Stéphane? Oui. Je m'excuse avant que tu retournes, je suis allée trop vite. Dans ton animation que tu nous proposais, il y avait une petite caméra. Si je ne me trompe pas, l'élève peut se prendre en vidéo ou en photo. Hein, ça sert à ça. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. L'élève peut faire la vidéo comme Martine et Nathalie vous expliquaient ce matin aussi. Les élèves peuvent aussi faire une vidéo de leur manipulation, effectivement. L'élève, il faut qu'il ait un compte. L'enseignant aussi peut faire une vidéo de ses manipulations. Donc là, c'est l'enseignant, je pense, qui peut faire la vidéo. L'élève, je ne le sais pas. Il faudrait voir ça. Qu'est-ce qu'il y en a? Êtes-vous au courant? Stéphane, je l'explique dans la capsule que j'ai faite. L'élève n'a pas à avoir de compte. L'élève vient sur notre compte et il peut enregistrer, mais j'ai expliqué comment faire également pour que l'élève puisse enregistrer sa vidéo. Et à ce moment-là, elle va tomber directement dans nos choses à nous. Automatiquement, il n'y a pas besoin de nous l'envoyer. Il écrit son nom, il pose 2-3 questions à l'élève, puis on va l'avoir, sa vidéo. Super. Donc, belle ressource, EduMedia, qui améliore leurs choses, EduMedia, c'est très intéressant. Une autre ressource qu'on a, c'est FET. Et je vais aller travailler avec vous le moteur de recherche de FET. Donc, si on s'en va sur FET ici. Ce qui est intéressant de FET, c'est qu'il y a un moteur de recherche à côté. Ce n'est pas là pour faire beau. Hein? On est capable de sélectionner ici par sujet. Donc, nous, on veut école élémentaire. Donc, on va aller sélectionner école élémentaire. Au niveau des sujets, on veut quelque chose qui est en lien avec les sciences et technologies. Donc, on va aller sélectionner peut-être physique, chimie. Hein? On veut regarder qu'est-ce qui est disponible en lien avec les sciences et technologies au niveau élémentaire, pour l'école élémentaire, l'école primaire. Et voici les applications de FET qu'on retrouve pour l'école élémentaire en physique et chimie. Il n'y en a pas énormément et ça peut être relativement ardu un petit peu. On voit que FET s'adresse beaucoup plus au niveau des sciences et technologies pour des élèves de niveau secondaire. J'en ai quand même identifié quelques-unes pour le niveau primaire. Par exemple, celle sur la friction pour expliquer c'est quoi la friction. On va aller la regarder ensemble. Donc, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et donc, on ouvre notre petite capsule. Et ce qui est intéressant, en fait, aussi, il y a pour les enseignants, il y a des séquences pédagogiques qui sont écrites pour vous. Donc, en toutes les langues. On va aller regarder FET. Et on va voir rapidement que lorsqu'on a deux substances, une substance en haut et une substance en bas, lorsqu'on va les déplacer, ces substances-là, il n'y a rien qui se passe. Il y a un thermomètre ici, c'est pas pour rien. Et lorsqu'on approche les deux substances, la température elle va augmenter. Donc, on peut voir de façon visuelle des concepts de friction avec les élèves. Un autre qui peut être intéressant au niveau primaire, c'est, j'avais fait le choix tout à l'heure de, où il est rendu, je l'ai perdu. Je vais aller le retrouver. Ah, les formes d'énergie. Ici, on va aller regarder les formes d'énergie. Il y a l'intro, c'est intéressant d'aller voir l'intro parce qu'il nous explique comment fonctionne le module. Et donc, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un petit personnage qu'on peut faire pédaler.
qui va transmettre de l'énergie à la roue. Et tranquillement, ce qu'on devrait observer, c'est que la température va monter de l'eau. Et là, on a le petit aspect symbole ici. Et on est capable de voir par où passe l'énergie. Donc, l'énergie ici chimique est transmise au vélo par le personnage qui va transmettre son énergie à la roue. La roue, il y a un système de générateur d'électricité qui va passer de l'énergie dans le fil. On va resetter On va le faire pédaler encore. Hein. Hop. On va le reprendre. Donc, on va faire pédaler le personnage qui va nous permettre de transférer de l'énergie à la roue, au générateur qui va permettre de faire monter la température de l'eau. Donc, on est capable de voir à l'intérieur d'une simple animation les différentes formes d'énergie. Et ce qu'on pourrait poser aux élèves, si maintenant j'utilise de l'énergie solaire, est-ce que je suis en mesure de faire chauffer l'eau? Et qu'est-ce que ça prendrait pour faire chauffer l'eau avec de l'énergie solaire? Bien, on a différents choix ici. Donc, en fait, on a 2 modules d'énergie. Ça va nous prendre un panneau d'énergie solaire qui va permettre de transformer l'énergie en énergie pour faire, en électricité pour faire augmenter la température de l'eau. Donc, on a un beau tutoriel ici, une belle animation qui nous permet vraiment de comprendre comment passe l'énergie d'une forme à l'autre. 15 minutes, mon Stéphane. Oh, on va avoir le temps en masse. Donc, c'était ça pour les animations au point de vue qu'on retrouve sur le site concernant les SAE et le matériel. Je vais maintenant vous amener, il y a aussi matériel en sciences et technologies. Donc, l'important, c'est qu'on a un inventaire de base ici, une trousse de base de matériel en sciences et techno. Et des fois, ça peut être intéressant de se questionner lorsqu'on monte des activités avec les élèves, de quelle manière ces différents éléments de matériel-là peuvent être utilisés et mobilisés dans les démarches. Donc, c'est un petit peu ça vers quoi je vais vous emmener aujourd'hui. Je vais vous emmener dans la section SAE. On va aller voir des Jamboards de démarche scientifique. Les Jamboards de démarche scientifique, je vais vous les présenter rapidement. En fait, c'est né lors de mon passage à l'école virtuelle à l'automne, en novembre. J'ai enseigné un mois, quelques semaines à l'école virtuelle et j'ai accompagné une enseignante pendant quelques semaines. Et on cherchait un moyen de faire manipuler les élèves à distance. Et l'enseignante est arrivée avec un brouillon d'une activité que j'ai trouvé super intéressante puis qu'on a vécu avec les élèves. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été vécu avec les élèves, mais des élèves de niveau secondaire, secondaire 1 et secondaire 2. Et moi, j'ai adapté, en fait, le Jamboard de démarche scientifique pour des élèves de niveau primaire et centré sur des démarches en sciences et technologies. Donc, ce que permet le Jamboard, c'est un outil qui est interactif, vous le connaissez probablement déjà. Ça permet de faire travailler plusieurs élèves en même temps sur un même Jamboard. Ça permet aussi à l'enseignant de faire de la modélisation. Et ça permet aussi d'avoir chaque élève son propre Jamboard. Donc, on va aller voir rapidement en quoi consiste le Jamboard. Donc, on peut naviguer ici. J'ai fait une petite vidéo. On va aller regarder la petite vidéo. Et ensuite de ça, on va voir comment fonctionne l'outil. Donc, vous ne la verriez peut-être pas en plein écran, là, mais bon, on va faire notre possible. Le Jamboard de démarche scientifique vise à amener l'élève à participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une démarche en sciences et technologies à l'aide de médias visuels accessibles et collaboratifs. Le Jamboard est construit de 4 planches de travail. On peut naviguer d'une planche de travail à l'autre en utilisant les flèches, se déplacer d'une planche de travail à l'autre, ou en utilisant le panneau d'ouverture pour passer d'une planche à l'autre. Voici un aperçu de chacune des planches de travail. La première planche présente la question de départ, présente également le matériel qui pourrait être utilisé pour cette expérience, ainsi qu'un endroit pour que l'élève puisse consigner son hypothèse. La seconde planche offre un endroit pour que l'élève puisse organiser les étapes de sa démarche à partir de la question d'investigation scientifique pour laquelle il a posé une hypothèse à la première étape. Les différents éléments de cette planche-là se déplacent. Par exemple, je pourrais dire que je veux couper un citron. Donc, je veux couper un citron. Donc, je vais avoir besoin d'un citron, d'une planche à découper
Et je vais aller chercher aussi le couteau pour couper mon citron. Et je vais faire le choix de verbe. Par exemple, si qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le citron. Donc, je comprends que l'élève, ce qu'il veut faire à la première étape, c'est couper un citron avec un couteau et une planche à découper. La troisième planche offre un endroit à l'élève pour qu'il puisse se présenter ses résultats ou ses observations. Par exemple, il pourrait dessiner un tableau avec le crayon dans le menu de gauche, dessiner un tableau à main levée pour représenter, par exemple, des éléments. Je vais rajouter des mots. Ici, des pommes, sans jus de citron. Et dans l'autre section, des pommes avec jus de citron. Il pourrait dessiner ou déposer des photographies ici de ses observations pour des pommes avec jus de citron et pour des pommes sans jus de citron. La quatrième planche permet à l'élève de laisser une trace de la conclusion qu'il a pu tirer à partir de son expérience vécue au cours de la démarche. Donc, je vais quand même sortir de là, moi. Oh, ici, excellent. Donc, je pense que la vidéo permet de bien expliquer l'utilisation du Jamboard et on va accompagner nos élèves à déplier cette démarche-là, comme si vous avez des élèves plus autonomes, peuvent cheminer de façon plus autonome à l'intérieur de la démarche. Les différents modes d'utilisation, j'en fais référence ici, donc ça peut être un modelage. L'enseignant prend le plein contrôle du Jamboard, il va modeler la démarche tout en impliquant les élèves dans son élaboration. L'idée en sciences et technologies, lorsqu'on arrive avec... Est-ce que je suis encore en partage d'écran? Oui. Quand on a en sciences et technologies, on va souvent trouver une expérience qui fonctionne, qui est toute faite. L'idée, c'est de questionner les élèves pour les amener vers cette expérience-là. Et s'il y a des choses qui changent, bien, on va essayer d'adapter en lien avec le matériel. On peut aussi utiliser le Jamboard en tempête d'idées. Par exemple, ce qu'on vient faire, on vient juste prendre la page « Mon hypothèse » et on va dupliquer cette page-là selon les différentes équipes de travail. Et l'équipe 1, par exemple, va élaborer son hypothèse. L'équipe 2 va élaborer son hypothèse. L'équipe 3 va élaborer son hypothèse. Donc, on est capable de le dupliquer, le Jamboard. On peut le faire aussi en collaboratif, où plusieurs élèves vont travailler maintenant sur le même Jamboard. Donc ici, la comparaison en tempête d'idées, c'est qu'à l'intérieur d'un même Jamboard, on va dupliquer la même page. Tandis qu'en collaboratif, c'est qu'on va dupliquer, on va pousser le Jamboard au complet, autrement dit les 4 pages différentes, à une équipe de travail qui vont cheminer à l'intérieur de la démarche. Et on peut aussi le faire individuel, par exemple, plus peut-être en mode évaluation. On veut voir comment l'élève chemine à l'intérieur d'une démarche. Donc, on a vraiment de la flexibilité avec cet outil-là. On a une banque de Jamboard ici. J'en ai 2 actuellement qui sont proposés. On va en regarder un ensemble rapidement. Et je vous invite, moi, à faire vos propres Jamboard. Vous avez un gabarit que vous pouvez télécharger ici. Je vous invite à déposer votre Jamboard dans le dossier ici. Puis moi, je vais regarder ça. Je vais faire une retouche pour que ce soit en mode publiable et on va pouvoir les partager dans la banque de Jamboard. Ce qu'on va aller regarder aujourd'hui, c'est pommes et jus de citron. Donc, comment on accède au Jamboard? Regardez, vous avez le Jamboard ici. Vous avez une petite expérience, une petite observation. Je vous ai inclus des notes didactiques et les éléments qui sont touchés par la progression des apprentissages. Donc, comment je vais accéder à mon Jamboard? Je clique ici. Donc, ceux qui veulent le faire, vous pouvez déjà y aller. Vous pouvez aller cliquer sur votre Jamboard. Et ce que ça va vous faire, ça va vous faire une copie, créer une copie, et ça va vous faire une copie dans votre Drive. Ce document-là, maintenant, il vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez attribuer les différents paramètres de partage. Donc, l'avantage, c'est que vous êtes maître de ce document-là. Maintenant, il vous appartient. Vous avez fait une copie de ce qu'il y avait sur le serveur. Et là, ce qu'on va faire, moi, je l'ai vécu, en fait, je l'ai testé avec mon fils, celui-là. La première chose qu'il a fait à partir de la question, là, ici, là,
Il est venu associer le matériel. Ah, le presse-citron, il est où le presse-citron? Il est venu associer le matériel de presse-citron. Il est venu ensuite de ça faire le compte-gouttes. Il n'avait même pas vu la question encore. Donc, on est capable d'associer du matériel avec des noms. Donc, de travailler notre langage en sciences et technologies, tranche de pomme, le citron entier. Et là, on peut revenir après avec la question, que se passe-t-il si nous mettons quelques gouttes de jus de citron sur des tranches de pommes et rien sur les autres? On peut questionner les élèves. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire comme hypothèse? Est-ce que je pourrais entendre quelques-unes de vos hypothèses? Qu'est-ce qui va se passer si on met quelques gouttes de jus de citron sur des tranches de pommes et rien sur les autres tranches? Quelqu'un veut élaborer une hypothèse avec nous autres? Stéphane, il y a quelqu'un qui dit « Je n'arrive pas à accéder au site pour le Jamboard ». Oh! Peut-être copier ton lien dans le chat. Ah, il faut. Ah oui, OK. Le site pour le Jamboard, il est fermé pour le personnel de la commission scolaire. Ça prend notre compte commission scolaire. C'est bon? Maryse, c'est une ressource interne qu'on a actuellement. Donc, il faut être branché CS Laval et non connecté CS Laval. C'est une ressource interne. C'est bon? Ceux qui sont dans le team, si on voit invité à côté, c'est qu'ils n'utilisent pas leur adresse comme commission scolaire. Okay. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accès au Jamboard. Une ressource interne. Donc, l'élève peut laisser sa trace. Par exemple, mon petit gars, il avait dit « ça va pétiller ». Donc, une fois qu'on a fait l'hypothèse, qu'on est allé recueillir les hypothèses des élèves, que l'élève a laissé son hypothèse sur la planche de travail, il va aller à la planche de travail numéro 2, et c'est là que l'élève va commencer à organiser. Puis on peut guider les élèves. Qu'est-ce qu'on ferait en premier, les amis? Qu'est-ce qu'on ferait en premier? On va couper une pomme. OK, qu'est-ce que ça va prendre pour couper une pomme? Bien, ça va prendre un couteau. Bon, on va aller chercher le couteau. Ça va prendre une pomme aussi. Puis avec quoi on va couper notre pomme pour ne pas couper sur le comptoir? Ah, avec la planche à découper. Donc, on est en train d'emmener les éléments. Là, on voit qu'il y a des éléments qui se superposent. Là. Donc, on vient prendre les 3 petits points. On vient faire ordre, mettre en arrière-plan. Donc, on travaille des compétences numériques aussi en lien avec l'utilisation d'une Jamboard. Et donc, on va associer un verbe à ça. Donc, ici, ça va être couper une pomme et on comprend qu'on veut couper une pomme. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour essayer de répondre à cette question-là? Et là, c'est de déplier avec les élèves. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va couper un citron. OK, excellent. Bon, on va couper un citron avec une planche à découper. Et on va couper notre citron. Et là, on n'a plus de verbe couper. On va venir copier-coller cette pastille-là ici. Couper. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va presser le citron. Excellent. On va aller prendre notre presse-citron. On va aller choisir notre demi-citron qu'on va venir mettre sur notre presse-citron. Hop. Et on va aller choisir un verbe ici, le verbe presser. On va presser du citron. Presser du citron pourquoi? Pour obtenir du jus de citron, probablement. Donc, on est capable d'accompagner les élèves pour déplier une démarche. Et moi, je vous le dis, là, chaque équipe de travail va avoir une démarche différente. Si la question pour les élèves, elle est claire, s'ils comprennent bien qu'il faut qu'ils fassent une stratégie de comparaison ici, et ça, vous allez le voir. Vous allez voir des élèves qui ne vont juste, ils vont juste couper du citron, couper les pommes, couper le citron, puis mettre du citron sur les pommes, puis c'est tout. Ils ne compareront pas avec la pomme sans citron. Donc, c'est là qu'on va déployer un questionnement. Comment on va faire pour voir l'effet du citron sur la pomme versus l'effet de pas de citron sur la pomme. Ah, on va prendre des pommes et on va les mettre dans un bol. Donc, on est capable de les amener à déplier avec eux la situation. Et il y a des élèves qui vont commencer par couper des pommes, d'autres qui vont commencer par couper des citrons, d'autres qui vont commencer par couper les pommes et les mettre dans un bol. Donc, vous allez voir plein de belles choses apparaître. L'idée, c'est d'organiser en une seule page ou en 2 pages. Si jamais on a besoin de plus d'espace, on s'en vient dans notre panneau ici. On vient faire dupliquer la page. Et on a une 2e page qui nous apparaît. Donc, on est capable de continuer la démarche sur 1 ou 2 pages. Pour les résultats, selon comment vous voulez aborder, bien, les résultats, vous pouvez faire le tableau aux élèves ou déjà vous leur présenter un tableau peut-être tout fait ou les amener tranquillement à construire leur tableau. Et ensuite de ça, de faire un retour sur l'hypothèse. Donc, ils ont de l'endroit pour écrire et cheminer à l'intérieur d'une démarche en sciences et technologies.